Les amis, je pense que comme moi, bien évidemment, vous êtes régalés devant la saison 3 des Squid Game. Mais est-ce qu'on a tout compris? Est-ce qu'on n'a pas zappé des choses? Et bah justement, on va faire une vidéo, on va voir plein de détails cachés, les petits secrets historiques, etc. de Squid Game. Donc c'est parti. Allez, on commence du coup. C'est Elera qui va nous donner tous les détails cachés et tout. Je suis sûr qu'on a raté plein de choses. Du coup, ça va être trop bien. Let's go voir ce qu'on a éventuellement pas vu. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, tout ce que vous avez raté dans Squid Game 3. Ok, bah let's go. En saison 1, il y avait des dessins sur les murs du dortoir. Ouais, ça c'est vrai. Ils devaient être des représentations des jeux eux-mêmes et étaient donc des indices pour connaître les jeux suivants. En saison 2 et 3, par contre, la fonction des dessins n'est plus du tout la même. Il n'y a pas de représentation des jeux, même si on a pu le croire avec les gens. Ouais, moi j'y ai cru aussi et je me disais toujours, mais attends, je vois ce jeu-là et tout sur le dortoir, elles ont les murs et je n'ai jamais après l'épreuve en réel et tout, donc on pouvait pas se fier à ça. Accrochés au plafond. Mais est-ce qu'elles ont quand même une signification? Ces dessins de gens accrochés au plafond représentent l'état psychologique des joueurs. La façon dont ils sont poussés à l'extrême, toujours à deux doigts de chuter vers leur mort, exclu du monde réel. Il y a aussi écrit c'est comme ça en mode que le truc est fait, qui est un proverbe latin qui signifie aujourd'hui à moi, demain à toi. Alors on peut y interpréter plusieurs choses. Déjà ça peut parler des joueurs morts, genre aujourd'hui dans ce jeu c'est moi qui meurs mais demain ce sera toi, mais ça peut parler aussi des personnes vivant en situation précaire, comme la totalité des joueurs du Squid Game. Ah ouais, oh, j'avais pas vu ça comme ça. Demain ça peut être toi. Bref, il y a beaucoup d'interprétations possibles, mais je vais vous partager ma préférée. Ce proverbe latin a énormément été gravé sur les tombes, donc ce dortoir représente une tombe géante pour tous les participants. Le damier avec des croix va dans ce sens, je trouve, vu qu'il représente littéralement un cimetière. Ouais, alors le cimetière, je l'avais plus ou moins vu, enfin je me suis dit, ouais, on dirait un jeu un peu d'échecs, mais c'est vrai que ça fait un peu cimetière, mais c'est ouf, en vrai, c'est ultra recherché. Il a dû vraiment faire des grosses analyses, et en plus, bah, des fois, il y a des trucs, par exemple, où c'est peut-être seuls les Coréens qui peuvent comprendre, mais nous, forcément... on comprend pas forcément, mais c'est incroyable. Message écrit en coréen et que donc nous, le commun des mortels, bah voilà, je parle de ça et Ral il dit ça justement, il parle de ça, des trucs qu'on peut pas comprendre. Pendant la discussion entre le joueur 124 et le joueur 333, il y a écrit attention à l'amour, qui peut vouloir dire plein de choses, peut-être en lien avec son amour, si on peut appeler ça comme ça. Ah, mais oui. Et juste après, à côté de 124, on voit écrit fais attention aux gens en noir. Pareil, peut-être une prémonition. Dans l'épisode 5 maintenant, lorsque la garde numéro 11 fouille dans les archives pour effacer toute trace du joueur 246, on voit tout à gauche un dossier appelé liste noire des participants. Oula, attends, liste noire des participants? Ça représente la liste des participants actuels? Ou c'est autre chose? C'est quoi cette liste noire? Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire? Je sais pas si on aura une explication à ça un jour, mais moi j'aimerais bien savoir qui sont ces participants en liste noire, et surtout, qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour arriver dans cette liste? Quand ils arrivent dans l'immense salle du dernier jeu, avec les 3 piliers, on peut voir en haut à droite un énorme panneau avec écrit la sécurité. J'avais même pas vu, moi je voyais juste les gros piliers là, énormes, c'est tout ce que je voyais, mais à aucun moment j'avais vu ici les instructions là, les écritures. Et avant tout, c'est quand même assez ironique pour un jeu qui va leur demander de se pousser dans le vide, évidemment sans aucune sécurité. Oui, j'avoue que là il y a aucune sécurité. Vous voyez la salle avec la porte de sortie, où il se passe le terrible meurtre familial. On voit sur les murs des images de rêves d'espoir, avec des arcs-en-ciel et des papillons blancs. Sauf qu'une superstition coréenne dit que si un papillon blanc entre dans une maison au printemps, un membre de la famille mourra. Et on sait très bien ce qui finit par arriver. De même, les mains rouges peintes sur l'autre porte de sortie ne montrent pas juste des dessins d'enfants comme le reste du décor du cache-cache, mais symbolisent les nombreux participants qui ont dû passer à rien de s'échapper, bloqués par cette porte. Ah non mais c'est fou, attends, c'est quand même de la peinture, non, c'est pas du sang, sinon c'est horrible, imaginez c'est du sang séché déjà des autres saisons, etc., enfin des autres épreuves, des autres Squid Game, voilà, c'est ça, je voulais dire, mais c'est où par contre le truc du papillon blanc, ça prend tellement tout son sens en vrai, c'est ce genre de truc impossible. Tu regardes la série comme ça, impossible que tu penses à ce genre de choses. J'aime trop ce genre de vidéo, c'est super intéressant. Ok, partie 3. Oh, ça m'intéresse pour les jeux. On pouvait comprendre ce que le jeu allait être avant même la sélection des équipes, puisque sur les murs étaient placés en ouais, ça fait poignard du coup, l'arme. Un symbole de couteau et un symbole de clé. Mais ce choix d'outil ne vient pas de nulle part. C'est basé sur la symbolique coréenne du couteau et de la clé, où le couteau représente la force et la trahison faite pour survivre, alors que la clé représente la confiance, l'intelligence et le choix du pacifisme. Ah ouais. Deux idées en opposition directement au sein des joueurs. Est-ce que vous connaissez? Ouais, mais attends, c'est là que tu vois que tout est pensé et réfléchi dans la série, hein. C'est ouf quand même. Mais du coup, ouais, ça prend vraiment tout son sens. Attends, quoi, le truc de train? De pensée où on présente à un individu un train fonçant vers deux voies différentes, ouais, susceptibles de tuer deux groupes distincts. Genre d'un côté c'est 10 personnes aléatoires, de l'autre c'est votre père par exemple. Ah, c'est horrible. Cette idée est très présente dans cette saison. La salle de la corde à sauter est présentée comme un passage à niveau, avec la passerelle qui est un chemin. Ah mais ouais, c'est vrai que ça fait des rails et tout. Et ouais, c'est vrai, je me demandais pourquoi est-ce qu'il y avait cette thématique là. Mais ce serait pour ça alors.
pour cette signification-là. De fer et avec le signal clignotant. Ji-Hoon est confronté à son propre dilemme du train dans l'épisode 4. Le maître du jeu lui donne un couteau et lui propose de tuer tous les participants. Ah mais oui, dans je me leur rappelle sommeil de pour ça, que c'était lui, le avant bébé, cette épreuve-là. puisse sortir vivant des jeux. Quelles vies ont le plus de valeur? C'est la question à laquelle il doit faire face, et il décide d'épargner les autres pour le moment. Contrairement au maître du jeu qui avait décidé de tuer tous les autres pour sauver sa peau, quand il était lui-même un joueur. Ouais, lui, il avait pas... il avait pas cherché à comprendre, lui. Il a buté tout le monde. Il s'est dit, tu sais quoi, vas-y, c'est eux au moins dans tous les cas. Alors que 456, c'est le GOAT, frérot. C'est le GOAT. Non, donc l'esclave. Il l'a pas fait. Alors qu'il l'aurait pu largement. Et on l'aurait peut-être fait à sa place. On sait pas, dis-moi, je sais pas. C'est horrible comme truc, mais il l'a pas fait. C'est vraiment ouf. Paradoxalement, le choix de la vie et de l'humanité. Tournons. C'est dingue quand même, hein. Tu vois, ça prouve encore une fois que le joueur 456, il était au-dessus, en fait, de tout ça, de la violence, des jeux. Il l'a prouvé avec la fin de la saison. Non, joueur 456, frérot, à jamais dans nos cœurs, j'ai envie de dire. Partie 4, du coup. Quand à sauter, une musique se joue. Et on peut y entendre des paroles intéressantes qui coïncident avec ce qu'il se passe. On entend petit ami, retourne-toi. Et lorsque 096 pousse les joueurs à leur perte, 349 réalise qu'il est inutile d'avancer et se retourne pour pouvoir au moins sauter. Mais pour reculer. Ça se passe pas bien pour non, ça se passe pas bien du tout. Les instructions du jeu avec touche le sol et maintenant au loin tu vas, qui représente simplement l'effet. Si un joueur est touché par la corde parce qu'il n'a pas sauté au bon moment, il est projeté au loin. De retour dans le cache-cache, et il tombe sur le sol. Je trouvais que c'est l'épreuve la plus fournie de cette saison. Quand la joueuse 222 donne naissance à son enfant, elle se trouve dans une salle représentant l'océan et les fonds marins. Cette salle est un symbole de la naissance de la vie, vu que c'est dans les fonds marins qu'elle est apparue. D'ailleurs, au-dessus d'elle pendant l'accouchement, on voit une pieuvre qui est représentée. Il faut savoir que quand une pieuvre se reproduit et a un bébé pieuvre, elle dédie littéralement sa vie à son enfant et meurt peu de temps après avoir donné naissance, en faisant tout pour lui. Putain, mais c'est une dinguerie, mais oui, c'est une dinguerie, c'est exactement ce qui se passe. Du coup, la pieuvre, ils l'ont mis là, en sachant très bien ce qui allait se passer. C'est ouf. Jusqu'à se sacrifier pour lui donner une chance de vivre. C'est dingue ce genre de détail en vrai. Finit par faire pour protéger son enfant. Et dans la même pièce, une fois que l'enfant est né, on a la joueuse 149 qui utilise enfin la lame cachée dans son épingle pour la première fois de toute la série. Elle l'avait depuis. C'est vrai que j'avais complètement zappé qu'elle avait ça dans les cheveux. Hein. Elle l'a jamais utilisé. C'est vrai qu'il y a que dans la saison 3 qu'elle l'a utilisé. Mais n'a jamais eu l'occasion de s'en servir et on sait maintenant pourquoi. Cette lame représente la vie et la mort. Elle l'utilise pour la première fois pour couper le cordon ombilical. Ouais, donc la vie, ouais. Et peu après, quand son propre fils menace de tuer 200 mort. Pour pouvoir se qualifier, elle utilise une seconde fois en le poignardant dans le dos pour l'arrêter, provoquant. À aucun moment j'aurais pu penser à ce genre de truc. À l'avènement de la vie dans ce monde, ainsi qu'à sa fin. Il est un symbole similaire à ce que représente Ji-Hoon à la fin de l'œuvre, c'est-à-dire ce qu'il y a de pire dans l'humanité, mais aussi de l'espoir qui peut en être. Bon, ça fait des mois que je vous parle du guide sur le. Ça, il est vraiment fort, hein. Très fort. On va se mater la partie 5, mais c'est super intéressant, on apprend plein de choses. Ça permet vraiment d'avoir encore une plus haute vision. Le numéro 456 de la saison 3. Très important dans la série. C'est avec ce numéro qu'il gagnait en saison 1. Et en saison 3, quand il s'occupe du bébé, il décide de l'envelopper dans sa veste portant ce fameux numéro pour le protéger et le réchauffer, montrant ainsi une transmission de vie, d'espoir et d'humanité qui permettra au bébé de sortir vivant des jeux. D'ailleurs, juste avant que Ji-Hoon ne trouve 388 dans le cache-cache, l'horloge affiche 4 minutes et 56. Ah ouais, pour 456, c'est ouf, j'avais pas capté. J'avais même pas fait le lien. On le voit bien, son gros 456 ici, et là ça fait 456. Ah, c'est ouf. Ce numéro le ramène donc dans le jeu qu'il était venu arrêter, ce qui se confirme quand il tue 388 juste après, prouvant qu'à cet instant, le jeu a repris possession de lui. Ouais, là il a perdu un peu le contrôle. Il est ramené dans le jeu depuis un cercueil, il est placé entre les lignes rouges et bleues, montrant qu'en tentant de se rebeller, il n'a choisi aucun côté, et que sa rébellion est bien morte dans ce cercueil. Ouah, ça va jusqu'à ce genre de détails, c'est fou. C'est vrai qu'ils l'ont mis entre le rouge et le bleu, en plein milieu. Ouah, c'est dingue. Franchement, moi, si je dois regarder maintenant la saison 3, je prêterai attention à tous ces petits détails-là, et ça va vraiment me donner une autre vision, c'est fou. Vous voyez la joueuse 044, la fausse chamane là. Et si je vous disais qu'elle était peut-être pas si fausse qu'on l'imaginait. Oula, pour moi c'est une grosse folle dingue, mais... L'empêchant de prendre la sortie, elle le maudit en hurlant: les dieux du ciel et de la terre te briseront le crâne, te briseront la colonne vertébrale, et pulvériseront tes organes. Et dans le dernier jeu, il chute du haut de la structure, et c'est exactement ce qu'il se produit. À savoir que c'est le seul que l'on voit avec le crâne éclaté, si je dis pas de bêtises. Il y a du sein. Ah ouais, ouah, c'est ouf. Donc t'imagines la chamane, en vrai, elle était peut-être pas si dingue que ça, elle avait peut-être potentiellement des pouvoirs. Bon, vite fait, hein, voilà, faut pas non plus abuser. Donc elle l'a maudit et ça a marché. Ce qu'elle avait prédit, c'est vraiment passé, c'est fou. Le religieux dans cette saison. Ji-Hoon qui revient d'entre les morts nous rappelle la résurrection de Jésus. Et le maître du jeu nous rappelle Judas qui le trahit métaphoriquement et le poignarde dans le. D'ailleurs, je le dis au cas où certains ont oublié, vu que ça commence à faire quelques années. Non, c'est un crack, vraiment. Dernière phrase, quand il dit on n'est pas des chevaux, on est des êtres humains. La phrase mythique. Aux courses de chevaux sur lesquelles il pariait au début de la saison 1, tout comme les VIP parient sur Kimura et qui. Alors ouais, pour les VIP, forcément, oui, c'est le sens clairement que j'en avais déduit, forcément. Mais par contre, j'avais complètement zappé qu'ils faisaient des paris sur les chevaux. Ça, parce qu'il faudrait que je revoie la saison 1. Ouais, c'est ouf.
C'est ouf la partie 5, j'espère qu'il y a encore plusieurs parties parce que c'est grave intéressant et je suis à fond dedans. Là honnêtement, ouais, le nombre de détails cachés, de clins d'œil, de signification de certaines phrases, les symboliques. Est-ce que vous saviez tout ça, vous? Franchement, je suis sur les fesses. Vraiment, c'est dingue. Au global, une grosse partie de la conception de la production de Squid Game a été inspirée par le ruban de Mobius, que vous connaissez sûrement, ce fameux ruban infini. L'escalier labyrinthique qui mène jusqu'aux épreuves, le jeu du cache-cache qui paraît sans fin, et tout le reste en général reflète la façon dont tout se boucle et tout se répète à l'infini, un peu comme le cycle de la vie et de la mort. Et dans le dernier jeu, avec les 3 immenses piliers là, on voit des escaliers qui sont dans ces formes, sauf qu'ils n'ont pas d'entrée ni de sortie, et les joueurs ne les emprunteront jamais puisqu'ils passent par un ascenseur central. En réalité, il représente toujours ce ruban de Mobius. Cette boucle, le fait que les personnages soient bloqués dans le jeu du Squid Game sans pouvoir en sortir. Je voulais aussi faire un mini point sur quelques trucs que j'avais théorisé dans ma... Le truc d'escalier, ouais, j'avais pas compris en fait. Je pensais juste que c'était la décoration des piliers. Et je sais même pas s'il y a des vrais escaliers. On dirait même pas qu'il y a forcément des vraies marches, mais que c'est plutôt un design. Mais ok, c'est ce truc de boucle sans fin. Ok, je captais. Sur la saison 2. Ce que j'imaginais, avec la garde numéro 11 qui fait exprès de ne pas tuer le joueur 246, c'est donc confirmé. De même, je rappelle pour ceux qui ne l'avaient pas vu, que les 2 poupées du démon là, elles sont inspirées d'un livre coréen avec Young-hee qu'on connaît depuis bien longtemps et Chul-soo qui est le petit ami de Young-hee. Il y a un parallèle que je trouve à la fois magnifique et brutal. Souvenez-vous, dans la saison 1, il y avait une joueuse nord-coréenne, la numéro 67, Kang Se-byok. Son nom signifiait Aube du fleuve. Et dans le jeu de la saison 3, une autre nord-coréenne est présente. Cette fois-ci une garde qui s'appelle Kang No-yul et son nom signifie coucher de soleil sur la rivière. Il y a donc un parallèle entre les deux. L'une représente l'aube, quand le soleil se lève, du côté des joueurs, des victimes, mais qui a fini tuée par la violence dans laquelle elle s'est retrouvée. Et l'autre représente le crépuscule, quand le soleil se couche, qui passera du côté des bourreaux, mais finira par survivre à cette épreuve. Au global... Waouh, c'est dingue. Waouh, attends, il y a même des trucs entre la saison 1 et la saison 3. En plus, elles se ressemblent pas mal, je trouve. Elles se ressemblent quand même beaucoup. Mais comment est-ce qu'il a fait pour trouver tout ça? Franchement, je suis vraiment choqué. Il a dû passer tellement de temps à analyser. Je vous mettrai le lien de son TikTok en description. Faut aller lui donner de la force, parce que franchement, c'est dingue. Le travail fourni là est vraiment impressionnant. GG mec, vraiment. Il y a pas mal de références à des super-héros depuis la saison 2. Dans l'épisode 1, 124 dit à 125 qu'il a tué 380. Et je cite, qu'elle se prenait pour Wonder Woman ou quelque chose comme ça. Dans l'épisode 3, les VIP discutent de la force que 222 pourrait tirer de sa volonté à protéger son nouveau-né. Oui, ça je me rappelle. Affirme qu'elle pourrait se transformer en super-héroïne Marvel, un autre demande alors comme Wonder Woman, et même s'il n'a aucune culture et que c'est grave, on sait ce qui arrive à 222 plus tard. Un sort non très différent de celui réservé à 380, qui se prenait pour Wonder Woman, apparemment. En tout cas, le jeu ne fait aucun cadeau, et les super-héros n'existent pas dans la vraie vie. Non, pareil, malheureusement non. Allons tuer la moitié de l'humanité, ça rappelle son pote Thanos de la saison 2, qui était lui-même en partie une référence à Thanos de chez Marvel, qui a fait disparaître la moitié des êtres vivants de l'univers. Ah ouais. Moi je sais pas, hein. Je me suis dit ouais il s'appelle Thanos, mais il y a vraiment un vrai truc en fait. Il représente vraiment un peu le Thanos de Marvel, je savais pas en fait. Que jouer la carte je pensais c'était juste pour le délire, tu vois. Et entend les morts. Mais au final, c'est 125 qui voit vraiment les morts qui l'ont traumatisé dans le jeu et finira par la tuer en ayant une vision au même moment. Petit détail caché que je vous donne comme ça gratuitement, enfin comme pour tout le reste en vrai. Dans l'épisode 3, quand Choi entre chez le capitaine Park pour chercher des preuves de avec le chien là, on voit sur l'une des photos ni plus ni moins que le maître du jeu souriant et tenant un gros poisson. Ouais, ça je l'avais vu et je m'étais dit tiens c'est bizarre, il est souriant, donc ça se passait dans une timeline où il était heureux quoi et différent. Pas reconnaître, ne l'ayant jamais vu. À la toute fin de la série, aux USA, on voit une recruteuse pour un Squid Game. Ouais. Déjà, si vous aviez pas la ref, c'est un caméo d'une actrice très connue qui s'appelle Cate Blanchett. Mais surtout, ça officialise que des Squid Game, il y en a partout dans le monde. Ouais, c'est ça. Le maître du jeu qu'on connaît n'en est peut-être qu'un parmi tant d'autres. Et c'est pour ça qu'il disait à Ji-hoon, si tu me tues, je serai remplacé et le jeu continuera. Ça ouvre évidemment la possibilité à la série d'avoir un spin-off aux USA ou encore ailleurs. Et j'ai bien dit que ça l'officialisait, parce que dans la saison 1, un VIP disait ouvertement que le jeu coréen est le meilleur. Donc rien d'étonnant au fait qu'il y en ait un aux USA. Ouais, oui, c'est vrai, il avait dit ça le VIP. Plus ouais, à la fin là, ça nous montre clairement que peut y avoir des Squid Game ailleurs et c'est positif parce que ça veut dire que à tout moment on peut encore avoir des saisons Squid Game avec de nouveaux jeux, des nouvelles épreuves, etc. Mais qui se passeraient ailleurs. C'est ce qu'on veut en vrai, des nouveaux mini-jeux et tout quand c'est bien amené comme le font Squid Game, c'est juste trop bien, c'est un kiff. Et bah écoutez les amis, je pense qu'il y a plus de parties, j'ai regardé, il y en a plus. Gros travail vraiment de Elera, comme je vous ai dit, je vous mets le lien de son TikTok en description. C'est vraiment le boss. J'ai appris plein de choses, j'espère qu'il vous aura appris plein de choses aussi. C'était super intéressant, j'ai adoré et j'attends vos avis dans les commentaires. Peut-être que vous saviez déjà certains trucs. Vous avez peut-être déjà regardé des vidéos justement un petit peu détails cachés et tout. Mais moi, j'avais encore rien vu. Je trouvais ça super intéressant. Donc je retiens pas plus les amis. On se retrouve pour d'autres vidéos de toute façon. Prenez soin de vous d'ici là. Portez-vous bien. À très vite. Ciao, ciao.